La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. C'est la définition du dictionnaire. Pour moi, c'est un acte qui, par la lumière, permet de révéler nos ombres. En 1968, je suis une enfant. Dans les magazines oubliés sur la table du salon, je regarde des photos que je ne comprends pas, mais j'en ressens toute la violence. Ces images sont ma première part de mémoire collective. Les photos qui suivront en garderont l'écho. Ah, les canons, putain. So 1968 starts with the Battle of Hue, and one of the most iconic photographs is Don McCullen's. Yes. Don McCullen was a great war photographer. He was known as a war photographer, okay? As a color editor and as someone whose life, professional life, was introducing color photography to journalism, it may sound strange that I feel that McCullen's black and white photograph is such an icon. Moi, pour moi, elle m'inspire beaucoup de silence. Parce que si vous voulez, la guerre, et je ne dis pas ça du tout contre les photos d'action, mais si vous voulez faire une photo en pleine attaque, ça va toujours être beaucoup plus spectaculaire. Et là, vous prenez un moment, j'allais dire, d'intimité de ce soldat, et quelque part, c'est plus violent qu'une photo de bataille. This is what we used to call in the Army the 30-yard stare. You know that this is a person who has seen and lived through things that are unimaginable. And you can see in his face the horror of war. Our company arrived on the 1st of February, and we left Hue on the 9th of March. There were 8 media people on the helicopter that I went in on. The press people seemed to have a more sense of what was going on than we knew in our operational units. We didn't know that the city was totally occupied by the North Vietnamese. There were 155 Marines in our company that were either killed or wounded from the 1st of February until the 2nd of March, some of the wounded more than once. It became the turning point because I think 1968 was the year of the greatest amount of casualties for the U.S. So there are more bodies with flags draped coming home, and even many more wounded.
Les photographies sont des actes, ça crée un tel choc psychologique, un choc historique qui est profondément dense. Les forces des États-Unis sont loin d'être en recul, même s'il y a des pertes considérables, mais peu importe au fond. La dimension militaire se voit happée par la dimension justement visuelle, la dimension symbolique. Et donc là, c'est l'opinion tout entière qui se retourne. Et il y a une conscience aussi profonde de la Maison-Blanche, des autorités, qu'ils avaient perdu l'Amérique en quelque sorte avec ces photos. So, Don McCallan took this photograph. Do you recognize your companions from the Fox Company? Morale was pretty good. And that was because we were winning. They were wrong. We won the Tet Offensive militarily. We destroyed them. You know, there are things that I did because my role as a leader demanded it. And there are a few things that I did that aren't mentioned that are far more significant than what's in the medal citation of mine. McCullen talks about this. I mean, what really affects you is that, like, you see a lot of really ghastly things, like young men, boys almost, like, dead. And not just dead, but, like, horribly dead. Like, body parts, like, completely blown off. And it's really, like, a lot. Yeah, I mean, it's a beautiful photograph. Beautiful photograph of a horrible situation. When we went into Fallujah, the town was basically hit by a lot of artillery and bombs, and I just remember being really creeped out and really freaked out. So anyway, I was sitting there just kind of thinking, I guess, or not thinking, I can't really remember. And Blake came and sat at a wall maybe 10 feet away, and I looked at him, and his face was framed in that helmet, and I thought, oh, maybe I should take a picture. So I raised the camera, and right as I did that, he took out a pack of cigarettes, pulled one out, lit it, and click, 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 there it was. I was just looking at him, and he was looking at me, and if he had the camera and he turned it on me, this is probably what I look like. I mean, it was kind of crazy. And then 2 days later, I used the satellite phone to call my wife. And she said, I'm watching Dan Rather weeping on television. And I said, why would he be weeping? And she said, well, he's talking about your photo. And I thought, what photo did I send that day that could make anyone weep, right? And she said, it's just a kid smoking a cigarette. The world had just gone crazy about the photo. Un autre visage de soldat qui a fait la une de tous les journaux aux États-Unis. Visage tellement abîmé, tellement abîmé. Ce qui est fou, en effet, c'est que, alors même que c'est une photo qui aurait pu servir à un mouvement pacifiste, comme il y en a eu tant à ce moment-là, eh bien en fait, c'est une photo qui a servi à la propagande du pouvoir à Bush, qui a cherché de manière très cynique à exploiter
cette image qui a envoyé des colis de toutes sortes à cet homme, qu'il a érigé en héros, alors que, enfin, voilà, c'est aussi toutes les questions que soulèvent ces photographies. Comment est-ce qu'on peut transformer un personnage qui est absolument perdu en héros d'une nation? Something happening here. What it is ain't exactly clear. Là, ici? Oui. Non, c'est pas James Brown. C'est le jour de l'assassinat de Martin Luther King. Joseph Lowe was a South African photographer who was working on a documentary about Martin Luther King, and he was staying in the motel that Martin Luther King and his other friends were, and he was 3 doors down from the room that King was in. And he was sitting there watching the news when all of a sudden he heard a shot, and that was the moment. That's, you know, like every good news photograph. It captured the moment. Would you publish it? Yes. As director of photography at the Washington Post, this would be an image that I would argue to get on the front page. Oftentimes, that's a difficult argument. As I say, you can't see anything. Where's the, we need this, we need that, we need all these different things that will tell people exactly. But I think there's a kind of image of a moment that has for a long time been felt to be the perfect image of the moment. They're pointing where the gun came from, there's someone laying on the ground, there's bustle on the floor below. I think it has all kinds of mystery that elevates it as an image. Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite and Dan Rather in New York. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Police have issued an all-points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene. I was with Martin Luther King at the Lorraine Hotel in his room, 306. My room was 206, right below his. And Martin Luther King was very discouraged at this point. You could see that he was not as vibrant and, vigorous because he was exhausted. But I think it was more than physical exhaustion. He was worn down with the negative things that had happened. As I recall, he was getting no less than 11 death threats a day. And he was very intelligent, so he knew that there was a lot of hatred, against him. On est dans l'événement absolu. C'est ça qui est fascinant dans cette photographie, c'est être là, c'est la présence du photographe dans ce moment où là aussi tout bascule et qui nous fait aussi mieux mesurer les paroles en quelque sorte prophétiques de Martin Luther King qui, la veille encore, évoquait le sentiment qu'il avait qu'il vivrait probablement pas longtemps. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now
because I've been to the mountaintop. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. C'est vraiment une révolte immense qui va suivre un peu partout dans le pays, dans certaines grandes villes, avec une répression aussi très forte, mais qui dit l'incapacité à ce moment-là du pays à faire face à une telle tragédie. C'est un pays en guerre, c'est un pays qui ne parvient pas à penser sa population autrement que par la violence à ce moment-là. Enfin, Il y a une autre photo d'assassinat qui nous reste de 68. Elle est beaucoup plus crue. Elle est beaucoup plus brutale. Oui. C'est donc le sénateur Robert Kennedy. Oui, alors d'un côté, il y a une pudeur. Dans le cas de Martin Luther King, il y a cette mise à distance. Et de l'autre, il y a la frontalité, ce sentiment d'être face à un corps désarticulé déjà, et cette lumière sur le visage de Kennedy agonisant. Photo étrange, incroyablement cinématographique. Bobby Kennedy totalement christique et ce personnage énigmatique. Je pense qu'on a vraiment le sentiment d'une mise en scène, d'une fiction. Et ça peut rejoindre le sentiment de sidération à l'époque face à l'acte lui-même. Will you move out quietly, please? We don't know what's happened, but all of this noise and confusion is not going to help. A doctor! We need a doctor right here. There's a microphone, please, immediately. Let's doctor! Let's doctor! Billy Preach était un copain de Bob Kennedy. C'était quasiment son photographe attitré. Il est dans les couloirs de cet hôtel, de cette cuisine d'hôtel, et il y a un coup de feu, il déclenche. Et on voit juste les néons de la cuisine. Mais c'est le moment précis où Bob Kennedy est touché. Bill took the picture, but afterwards he was so upset he did not take another photograph for a year. A full year it took him to psychologically recover from that moment. Il y a toujours ce sentiment du photographe, c'est ce que Roland Barthes écrivait, de pourchasser la mort, parce que finalement, évidemment, le moment de l'événement se dilate immédiatement dans la photographie. Donc il y a quand même cette manière obsédante de traquer le vivant dans la photographie, et en même temps, le photographe, par son geste, ou la photographe, tue le moment, puisqu'il le fige, puisqu'il le cristallise, puisqu'il l'immobilise, quand bien même il s'agirait justement de le rendre dans son mouvement. Monsieur Caron.
Ça, c'est une photo de Gilles Caron, parce que voilà, 68, c'est l'année Caron. Qu'y-a-t-il de si singulier? C'est pas un photographe prise de tête, c'est pas un photographe sophistiqué, c'est pas. Ça, c'est cette capacité à résumer à non-cadre une situation. Qui visuellement anticipe des situations avec une précision absolument époustouflante. C'est. Ouais, c'est. Moi, je suis bluffé. Je vais enfoncer une porte ouverte en citant Capa. Si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez près. Et si vous voulez, Caron, il utilise vraiment des focales, enfin des grands angles. Et il est vraiment au milieu. Là, je veux dire, le mec, il est derrière le manifestant. Hein. Il n'est pas planqué derrière un mur. Donc, il est au cœur de l'action. Alors, c'est vrai que des bons photographes sur mai 68, il y en a plein. Mais je pense que l'histoire de Caron a amplifié le mythe. Il faut savoir que Gilles Caron va disparaître assez rapidement, 2 ans après, en 70. Et pour Gamma se pose, donc l'agence pour laquelle Gilles Caron travaille, se pose tout de suite la question de l'exploitation du fonds de Gilles Caron, puisque ça veut dire aussi une rentrée d'argent très signifiante. Et donc Gamma va favoriser la photographie de la version de Gilles Caron de mai 68. Et donc 50 ans plus tard, c'est lui qui reste le photographe des événements de mai 68. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. La nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions. Comme les photographies de Gilles Caron en 68. L'iconographie qui est alors publiée, c'est une iconographie qui va plutôt insister sur les affrontements étudiants avec une titraille qui indique la révolte étudiante. Et donc c'est le récit choisi collectivement pour traiter des événements qui sont en cours, avec effectivement à ce moment-là une iconographie qui centre sur les jeunes insolents face à l'ordre établi. Il s'agissait de disqualifier quand même l'événement, ou de le rabougrir en quelque sorte, de le rétrécir. Le hors-champ quand même de cette image, c'est que cette révolte, c'est pas uniquement celle d'un jeune étudiant, en tout cas supposait-elle, mais c'est toute une grande partie de la population, des ouvriers, des paysans, des employés, des forces sociales très diverses qui vont se retrouver dans cette grève générale que la photo ne montre pas. À partir du moment où on a peu traité les mouvements de grève, les mouvements sociaux en 68, eh bien, ils ne seront pas non plus traités a posteriori par ces mêmes récits médiatiques. Donc à partir du moment où on choisit de ne pas en parler, ça n'existe pas. Aujourd'hui, lors de manifestations, les photos publiées sont-elles aussi choisies pour façonner notre mémoire collective? En fait, je pense qu'il y a quand même une grande hantise que quelque chose comme 68 ressurgisse. Et on voit d'ailleurs, on oublie trop souvent, que les procédés se retrouvent. Il y a un choix qui est tout aussi politique dans le fait de retenir ces photographies pour évoquer les manifestations. Et donc, ne retenir que ceux que l'on nomme des casseurs, c'est quand même une façon, là aussi, de réduire l'événement. Et pour mieux, évidemment, le disqualifier, mais aussi pour mieux en enlever la charge subversive. En photographie, la première chose que j'ai l'illusion de voir, c'est ce qui est représenté. Je veux dire, ah, c'est une montagne. Non, c'est pas une montagne. C'est la photographie d'une montagne. Mais ça, j'y pense jamais. Hein,
On a totalement intégré dans notre culture, mais ça a été la grande manipulation de la presse illustrée. On a totalement intégré le fait que c'est en photographie, donc c'est vrai. I find it very painful to look at this photograph. I really find it terribly difficult, and I would find it very difficult if I had a roll of film of this situation to edit it. Je pense que c'est, et ça c'est grâce à la photo, c'est le début dans les pays riches de la prise de conscience, puis derrière de la mauvaise conscience, de la situation de l'Afrique et derrière des pays du tiers-monde. Le 30 mai 1967, le Biafra proclamait son indépendance et se séparait du Nigeria. Les troupes fédérales du gouvernement de Lagos entreprenaient alors une reconquête militaire de la riche province sécessionniste. 1 an et demi plus tard, que reste-t-il du Biafra? À peine le 5e de son territoire. Je suis parti au Biafra pour la BBC, pour laquelle je travaillais aussi, en même temps que pour le Nouvel Observateur. Ce qui m'a frappé le plus de toutes les guerres que j'ai pu couvrir, c'est que des gens peuvent se battre avec beaucoup de détermination pour trouver une identité, pour affirmer une identité. Ça n'était pas seulement une histoire de pétrole ou d'influence anglaise, française, russe. C'est vraiment, c'était des gens qui avaient un désir de nation, un désir d'État. Alors, on avait décidé qu'on ne filmerait pas les horreurs, mais qu'on essaierait de montrer comment une nation, un État, essayait de se forger. Mais c'est vrai que quand on arrivait, dès qu'on débarquait de l'avion, c'est ce qui saisissait et frappait. La famine était incontestable. On voyait, en effet, des enfants mourir partout. Alors, le nombre de morts, on a dit 1 million, mais les Nigérians, après la guerre, n'ont pas vraiment fait de compte. On ne sait pas. Il y a des centaines de milliers de morts dont on n'a pas tenu compte. It wasn't until 1968 that it came to our attention, not only to the Jewish community in the United States, but to all Americans, about the starvation of particularly of children. And to say the obvious, when Jews were looking at these pictures of young children, babies, starving, and older children with no food and drawn faces, and this was 1968, 25 years after the, 20 years really, almost after the Holocaust, it immediately impacted on Jews in the United States. So in August of 1968, we organized these 32 Jewish organizations. The American Jewish Committee, formed over 100 years ago for civil rights, human rights, was the leader in the group. And they began to use the word in print, genocide. We raised then over $200,000, which today would be 1.4 million, 1.5 million. And it was in the midst of our drive to raise funds. And I spoke at special service at St. Patrick's Cathedral
It's the Notre Dame of the United States. And I made especially the one biblical quotation, Leviticus chapter 19, verse 16. The English is, "You shall not stand idly by the blood of your brother." It's right from the Bible, from the Torah. And that was the inspiration. Stand idly by, do nothing, and by the blood of your brother. In the case of the children, they were our brothers and sisters. I think it was very, very interesting on whoever got the idea of using a photograph like this in juxtaposition to the Shoah. I think it was very smart. Now, the question is, should these pictures have been taken? Est-ce que cette photo serait montrée aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait encore possible? Oui, c'est une photographie faite au Biafra par Gilles Caron, et c'est Raymond Pardon en train de filmer un enfant biafré, déjà. D'une certaine manière, je dirais que c'est presque salutaire qu'il existe des images comme ça qui montrent ce que certains photographes se sentent obligés de faire pour témoigner, pour apporter des informations. My first reaction looking at the picture is it upsets me. It's sort of as if the definition in a way of what people would say would be exploitation, photography in a way, or the Western white colonialist, looking at, the poor starving child kind of imagery. But that's what I would say is the emotional response. And I would say the intellectual response is, well, thank God he's there to cover this event. Moi, je me souviens, McCullin, un jour, c'était pour les 20 ans de Gamma. À l'époque, il était distribué par Gamma. Je lui avais posé une question très con. Je lui avais dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Et il m'avait dit, je ne crois pas en Dieu quand je vois tout ce que les hommes sont capables de faire. Et il avait rajouté, mais vous savez, ça j'oublierai jamais, c'est dur de photographier avec des larmes dans les yeux. Comment il rentre chez lui de Pardon? Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. On est quand même sur un autre registre photographique, quoi, quand même. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. C'est une image complexe, une image dans laquelle il ne se passe effectivement rien, et une image qui dit beaucoup de choses. Si on regarde attentivement, il y a les traces des chars qui sont là, sur cette place Venceslas. Quelqu'un, finalement, avec ce geste il prend juste date. Il prend date avec l'histoire. Cette image me fait penser à ce que l'on dit des révolutionnaires de 1830 en France, mais aussi un peu partout en Europe, lors de ce qui va devenir peu à peu les printemps des peuples, les printemps des peuples qui se révoltent et se soulèvent pour leur liberté. C'est-à-dire que les révolutionnaires tiraient sur les horloges pour arrêter le temps de la domination des puissants,
et arrêter le temps, comme c'est le cas pour cette photographie, comme c'est le cas avec ce geste. 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. C'est l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Les gens sont consternés. On crie aux Russes, rentrez chez vous, vous êtes des nazis. This is the level of visual storytelling that Kadelka was bringing in 1968 that we need more of in 2018. You know, this idea of interpretive, in a way, interpretive but narrative photography. I love it. I would be over the moon. Again, I might have to convince my editors, or I might have to convince the designers that this is one that needs to breathe. People need to spend time with it. Because if you look at it and you think, now why did they publish this picture? This is, in my mind, exactly what I hope a reader does. They go, oh, and they start to see those details, you know. There's a reason. It's not a watch ad. Kouleta, il ne pense pas du tout à la presse, il ne pense pas du tout à l'information quand il fait ça. Il parle de ce qu'il vit, lui, et ce que vivent ses copains. Et cette invasion, c'est une invasion contre lui. C'est ça une histoire. Et c'est ça la photographie. The other picture is intellectual, and this picture is emotional. Now, does it make one image better than the other image? That's an argument I would never have, because it's all about how you respond to the image. And you respond to this image in a, whoa, you know, this is, you know, maybe it's the pajama, maybe it's all these different things, but that's because the content here is emotional. Ce qui est étonnant, c'est que notre œil revient, elle est composée de telle façon que notre œil va toujours revenir à ce petit personnage. Parce qu'il est très petit par rapport à la masse du temps, etc., qui a ce geste de provocation désespérée. Ce petit bonhomme se retrouve dans un univers déshumanisé. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette photo, c'est ce motard-là. Est-ce que c'est un flic? Est-ce que c'est juste un motard? On ne sait pas, on n'arrive pas à voir si c'est un uniforme ou juste un blouson. Personne ne bouge, tout le monde est muet en se disant mais... Comme quoi, l'histoire se répète. Parce que le mec seul devant un char, je pense qu'on va reparler d'une image qui a été faite quelques années plus tard en Chine, parce que c'est la même situation. So in April '89 in Beijing, we had the beginnings of a grievance movement in China, largely through lack of freedom of the press, lack of freedom of speech. The atmosphere in the Tiananmen Square was a sort of rock festival. There was quite an upbeat, optimistic mood.
But suddenly the mood changed. The army moved in, occupied the streets, and that's where a lot of the bloodshed, the shooting, the massacre occurred. We could see the square and we were stuck. So we were stuck on this balcony looking down. There was this guy. It's quite a peaceful moment in a certain way. It's a conversation with a tank. The strange thing was the next day, we get all these phone calls. Did you get the man with the tank? Did you get that picture? Suddenly it became viral, as we say these days. George Bush saying that it's the fucking most amazing picture that's ever been taken. It was a kind of convenient picture for both George Bush Sr. and for the Chinese government. Convenient because there was nobody being killed. They could talk about the restraint of the tank driver. And of course, at the very moment of that, George Bush Sr. was in some dispute with Congress. Congress wanted to freeze all trade with China, and the Senate and George Bush wanted to carry on business as usual. All the furore over this picture was driven by the American political engine. Les images sont là, et l'histoire se répète. Exactement. Donc cette photographie, elle est prise à Mexico le 12 octobre 1968. Et c'est comme si elle venait effacer, dans une certaine mesure, ce qui s'était passé quelques jours avant sur la place des Trois Cultures à Mexico. Et je continue de m'interroger sur l'indifférence qui a marqué l'ouverture des Jeux Olympiques au même moment. Au cours de l'année 1968, le gouvernement de Gustavo Díaz Ortez, dont la préoccupation principale est l'organisation des Jeux Olympiques, adopte une politique de rigueur vis-à-vis des mouvements étudiants. Cette politique développe l'agitation au lieu de la freiner. Ce mouvement a pour objet de défendre la Constitution, les principes d'autonomie universitaire, de liberté de la presse. Et ils ont, à quelques jours justement des Jeux Olympiques, prévu une manifestation pour réclamer ce respect de la Constitution, encore une fois, dans un endroit qui s'appelle la place des Trois Cultures ou Tlatelolco. Les discours commencent et tout d'un coup apparaissent des sortes d'éclairs dans le ciel qui sont des fusées, un hélicoptère qui passe au-dessus de cette place. Et à ce moment-là, je me souviens avoir vu arriver 2 chars sur la place. Et ça tire de partout. Alors les gens ne comprennent pas, se précipitent. Les gens se sont couchés comme ça, les uns sur les autres, pendant que ça tirait de tous les côtés. Il y avait des cris, des pleurs. C'était la confusion et l'incompréhension. Moi, je me souviens, j'avais commencé mon papier pour Le Monde en disant « c'est la guerre et c'est un vrai massacre ». Et donc, ce massacre qui avait lieu donc 10 jours avant, plus d'une semaine avant le début des Jeux Olympiques, s'était fait, comme on l'a dit beaucoup, au nom de la paix. Au Mexique, todo es posible en la paz. Tout est possible dans la paix. Il fallait que ces Jeux Olympiques aient lieu, c'était la gloire du pays. Il fallait arrêter ce mouvement à tout prix, quel que soit le prix. Et le prix, c'était la mort. Olympic victory ceremony, 200 meters, men. How did it all start for Tommy and John? This is the official photograph of the ceremony.
This is a beautiful picture. It really is. I personally, I can't get enough of it. I see it as often as possible. I think there are a lot of factors that led to the athletes making the decision to do what they did. Certainly with Dr. King's death gave a much bigger sense of urgency to put together some kind of protest. The original idea they had was that they were both going to wear black gloves. It turns out that they just had one pair of gloves, so they decided that Tommy would wear one on his right hand and John would wear his on his left hand. Obviously, the raised fists were the symbol of black power at the time. And the black socks were sort of a reference to their black people's former status as slaves and their continued status in bondage in the United States as being second-class citizens. But not just Tommy and John, but Peter Norman, the Australian silver medalist. They all wore buttons with the letters OPHR, and that stood for Olympic Project for Human Rights. He wanted to show support for them, obviously, and that's why he asked to wear the button. But he was as ostracized in his own country as Tommy and John were here in the United States. We published it in Time, and it caused quite an uproar, It was very controversial because, unfortunately, the great mass of Americans were horrified. They were against it, terribly against it. They thought it was an insult to the American flag. When they got back home, they struggled to find jobs because people didn't want to be associated with them. And both of them have said to this day that they continue to get death threats. A lot of people told them, you should be grateful that this country has given you an opportunity to represent us on a world stage, and look at how you showed your gratitude. You practically spit in their face, and you did it during the anthem. And 50 years later, that's almost word for word what they told Colin Kaepernick. Colin Kaepernick started it during the national anthem at football games to do a protest at the games. Very prominent deaths in police custody of young, unarmed black men. What is happening here, again, is that the particular behavior, like one is standing up, showing their fist, and the other is on the knees. This particular behavior says we have a problem and we need to talk some more. And we have not completed the struggle for equality. We're proud of our country. We respect our flag. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! You can kind of tell that it struck a nerve, what Colin Kaepernick did. He just turned 30 not that long ago, and he's out of football. They've not signed him to another contract. He's out of football completely when he's in the prime of his career. And it's all because of a stance he took on behalf of his people that he wanted to have his country repair. And instead, they pushed him aside. They threw him away. Well, why don't you have a look on these two images? And you tell me, where are we now? You know, I mean, it definitely has that kind of feeling. Again, as a photography editor, I feel that we need to broaden sort of all the things that we look at, and that these examples are excellent in terms of showing people that there's a consistency. There's a consistency to behavior. There's a consistency to how we show political action. There's a consistency to the way we photograph these things.
Ces images, découvertes quand j'étais enfant, m'ont donné une première intuition de la fragilité. Depuis, j'y vois toujours la mort de quelque chose, une chose qui a été et qui ne sera plus. La photo, c'est une fraction de seconde, elle se prend au passé. Notre mémoire collective serait-elle alors la somme de ces émotions dont la photographie garde la trace ?